Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, et qui est énorme, il est également un des thèmes favoris de tous les politiciens, de tous bords, quels qu'ils soient, et dans tous les pays du monde. Ils promettent tous d'y mettre fin. Vous l'aurez deviné, il s'agit des inégalités. Nous n'allons pas, couvrir la totalité de ce sujet, ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop lourd. Nous allons surtout éviter de rentrer dans les inégalités politiques, ce n'est pas notre domaine, on ne peut pas y mettre le nez. Par contre, nous allons nous concentrer un peu sur les inégalités économiques qui existent dans le pays et peut-être voir comment on peut compenser tout ça. Bien entendu, vous le savez, ce sera toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, comme je l'ai dit, tous les politiciens du monde promettent de mettre fin aux inégalités. Il y a des pays même qui s'y sont engagés en dehors de toute politique politicienne. Mais on ne veut pas rentrer dans l'aspect politique. Non, on va rester dans le domaine économique. Alors, maintenant, avant de démarrer, il y a une chose sur laquelle on doit se mettre d'accord. Lorsqu'on parle d'inégalité en Haïti, les gens ont tendance à lier l'inégalité à une question de couleur. Noir contre blanc, mulâtre contre noir, blanc contre noir et mulâtre. Donc, nous ne sommes pas là pour un jugement moral de l'inégalité. Ce n'est pas notre job. Notre job, c'est plutôt d'analyser les faits économiques qui existent dans le pays, les données économiques qui existent dans le pays, et voir comment ces données ou encouragent l'inégalité ou pourraient porter des solutions à l'inégalité. Très bien. Ça, c'est la limite de notre intervention. D'accord. Bon, et je ne voudrais pas que les gens disent qu'il faudrait parler de la question de couleur. Ce n'est pas notre job. Ensuite, d'ailleurs, je pense que la question de couleur, c'est un faux débat. Bon. OK. C'est un faux débat et c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, merci. C'est mieux dit, c'est un autre débat. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'inégalité, il faut premièrement souligner que nous ne sommes pas les premiers à évoquer ce sujet pendant ces dernières années. Il y a eu Thomas Piketty en France qui a fait de l'inégalité son cheval de bataille. Oui. Et Piketty. Oui, Piketty. Oui. Et en le faisant, il a évoqué par exemple Karl Marx, il a évoqué Kuznets, qui étaient eux aussi des gars qui ont parlé de l'inégalité un petit peu plus tôt. Et la seule chose, la différence entre lui et les autres, c'est que il veut faire allusion que Karl Marx et Kuznets avaient pensé que l'inégalité allait se résoudre tout seul. Ce n'est pas vraiment la position de Marx, qui est plutôt que les inégalités vont amener à la révolution et amener le prolétariat à saisir le pouvoir. Et Kuznets, oui, dans son cas, c'est quelqu'un qui croit que l'inégalité, c'est quelque chose qui va se résoudre toute seule. Hein. Et la proposition centrale de Piketty, c'est qu'il y a une relation entre le capital et les revenus. Et cette relation permet la perpétuité, la pérennité plutôt, de l'inégalité. Hein. Donc, et pour bien comprendre, lorsqu'on parle du ratio du capital, le capital a une définition très importante et très spécifique quand il s'agit de l'économie capitaliste. Le capital, c'est l'accumulation de la valeur, l'accumulation du capital. C'est le patrimoine. Et plus on détient du patrimoine, c'est à travers l'héritage, plus les conditions d'inégalité s'épaississent et deviennent plus considérables. Donc c'est pourquoi, par exemple, il y a une des conditions de la pérennité de l'inégalité, c'est que les gens qui détiennent de larges capitaux, plutôt ce sont ce qu'on appellerait les renters, rent seekers. Hein? Ce sont des gens qui, à partir de leurs capitaux, achètent les bons du trésor et à partir des bons du trésor, ils perçoivent des intérêts sur leurs capitaux sans avoir à prendre de risques. Hein? Maintenant, en dehors de ça, il y a
la notion que les rent seekers, les gens qui vivent ou qui reçoivent, qui font croître leurs capitaux à partir des intérêts qui sont payés, ce sont des gens, ça représente un transfert de capital de la société civile en général à ceux qui détiennent les capitaux. Pourquoi les bons du Trésor, par exemple, qui sont émis, ce sont des bons du Trésor qui sont généralement achetés pour les gens qui détiennent de larges capitaux. Et les intérêts sur les bons du Trésor sont payés à partir des revenus de la trésorerie, qui représentent l'imposition de la société en général. Donc, souvent, vous allez trouver l'argumentaire qui vous dit que l'existence même de la façon dont les bons du Trésor sont émis permettent à renforcer les inégalités. Pourquoi? Plus la population est taxée ou imposée, plus la trésorerie a de capital ou a des revenus pour transférer vers ceux qui détiennent les capitaux. Oui, c'est tout à fait clair ce que vous avez dit là. En d'autres termes, il s'agit de prendre, je ne dirais pas dans la poche des pauvres, mais dans la poche du citoyen lambda, puisque tout le monde est assujetti à payer des impôts, prendre dans la poche de ces gens-là pour aller remplir celle de ceux qui ont la capacité de vivre de leur rente ou des dividendes de leur... Maintenant, il y a une chose, je veux signaler deux choses. Parce que là, il faut dire que les détenteurs des créances, ce sont les gens qui sont les plus inquiets à propos de l'inflation. Et pour protéger la valeur de leurs actifs, il faut qu'il y ait un contrôle du taux d'inflation. Parce que plus le taux d'inflation devient déraisonnable, moins de valeur ont leurs actifs accumulés. Et c'est une question fortement d'actualité. Fortement d'actualité. Et maintenant, on retrouve la même situation en Haïti, par exemple, et l'État, parfois, lorsqu'il n'y a pas de revenus au niveau perçu pour la trésorerie, l'État a recours à la planche à billets. Et la planche à billets, une augmentation de la masse monétaire qui vous permet d'amplifier l'inflation. Oui, à nourrir. Mais en Haïti, nous avons une situation pareille avec les bons BRH. Les bons BRH, ce sont des bons qui sont émis et sur lesquels des intérêts sont payés, mais les bons qui sont émis ne sont pas investis de façon à générer des revenus. C'est pour financer l'État. Et pour financer le secteur privé, pour remplacer les bons du Trésor. Donc, il y a cette ambivalence à quoi sert, ou plutôt, comment se servir de ces instruments financiers. Oui, bon, il y a le premier des réflexes consiste à dire que si vous gardez votre argent, disons, dans votre poche, ça revient à mettre Montaigne dans le soleil. Il va fondre, et le placer dans les bons du Trésor ou dans les bons PRH, c'est quand même assurer qu'ils ne vont pas perdre autant de valeur sur le temps. L'argumentaire, il faut regarder en dessous de la jupe de l'argumentaire. Okay. Ça devient coquin. Mais pourquoi? Parce que il y a un conflit fondamental qui existe entre le secteur financier et le secteur industriel. Le secteur financier, c'est un secteur qui grandit ou qui croît selon le taux d'intérêt qui est imputé. C'est-à-dire le secteur financier vit des intérêts. Le secteur industriel vit plutôt de la croissance de l'industrie. Et le secteur industriel, les gains sont plutôt les gains sur le capital et les dividendes qui sont payés. Les dividendes sont payés à partir de la croissance des revenus de l'entreprise. Donc, et pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait investissement. Et il faut aussi qu'il y ait des taux d'intérêt très bas. Et alors que pour la banque, pour que la banque puisse prospérer et croître, il faut des intérêts plus hauts. Donc, il y a ce conflit fondamental entre l'industrie et le secteur financier. C'est pourquoi j'évoque souvent, depuis mon arrivée en Haïti, la nécessité de reformuler les politiques industrielles, de nécessité de créer de nouveaux véhicules de financement des entreprises, parce que les banques ne sont pas
à la hauteur de cette tâche. D'ailleurs, ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est... Ils ont une fonction de fiducie, ils ont la responsabilité de protéger l'argent de leurs épargnants, mais ce n'est pas leur fonction de financer le développement. Ce n'est pas leur fonction. Pour ça, il faut d'autres instruments financiers, d'autres institutions financières. Hein? Oui, non, ça, malheureusement, les banques, plus ça va, plus les banques ont mauvaise réputation. Et avec des raisons souvent objectives. Bon, écoutez... La crise des subprimes en 2008... c'est quand même à 95% la faute des banques, oui, parce qui ont prêté de l'argent sans vérification, sans rien. Absolument. Et après, il y a eu une série de chutes de gens, et surtout des gens qui ont tout perdu. Maintenant, sauf eux. Eux, ils n'ont rien perdu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour protéger les banques, la Banque centrale américaine a dû intervenir et racheter les créances douteuses. Exactement. Donc, c'est encore... Oui, c'est toujours pareil. Donc, les banques... Les gros, les forts, les costauds, deviennent plus gros. Ils deviennent plus gros, et c'est malheureusement les petits qui payent les pots cassés. Mais c'est vraiment... On peut juste apposer tout ça parce que c'est vraiment pour élucider le fait que les entreprises, c'est vraiment la source de la croissance. Hein? Donc, c'est pourquoi l'accent doit être toujours posé sur quels sont les taux d'intérêt disponibles pour les entreprises, quels sont les entrepreneurs, quel type d'entreprise, dans quel secteur. Qu'est-ce qui peut favoriser l'investissement, etc. C'est ce qu'il faut réfléchir. Maintenant, je veux, pour supporter tout ce que nous venons de dire, je veux me rabattre sur le budget national. Hein? C'est-à-dire, là, c'est vraiment rendre le concret. Le budget, d'abord, il faut prendre les grands contribuables que la DGI publie régulièrement. La dernière liste que j'ai obtenue, que j'ai pu analyser et disséquer, 27 institutions financières dans ce pays payent 44,9% des impôts perçus. 27 institutions payent presque 45% des impôts. Maintenant, il y a les... Alors, ces institutions, c'est quoi? Les banques, les compagnies d'assurance, les crédits unions, non. Comment on dit ça? Les coopératives financières. Hein? Donc, c'est... Hein? Maintenant, et lorsqu'on juxtapose ceci aux entreprises, hein, qui sont dans la transformation, il n'y a que 27% des impôts qui sont payés par ces entreprises, et le reste pour nous autres. Hein? Donc, ce qui fait que les banques en Haïti vraiment remplissent la plus grande partie de l'économie haïtienne. Si vous voulez, la plus grande partie de l'économie haïtienne est dominée par les banques. Oui. Okay? Oui. Enfin, par les institutions financières en général. Hein? D'accord. Là, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je veux vous signaler, c'est que pour qu'une économie puisse croître, il faut des investissements dans les recherches, il faut des investissements dans les machines, dans les big equipments. Oui, équipements lourds. Équipements lourds. Et pour ceci, les industries ont besoin de capitaux à long terme. Hein? C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. Oui, surtout dans la recherche, d'ailleurs. Et lorsque les banques ne peuvent avancer des prêts que pour 5 ans, pour 1 an, pour 2 ans... Court ou moyen terme. Ça tue toute possibilité de croissance des entreprises. Et ça tue également toute possibilité de croissance de l'économie haïtienne. Ça tue également et ça renforce les inégalités. Hein? Vous comprenez, c'est très nuancé, mais pour comprendre l'inégalité, je pense que les gens cesseront de se rabattre sur la question de couleur, mais plutôt sur la façon dont le financement est fait en Haïti. Hein? Ouais. Maintenant, pour vous donner des données qui renforcent tout ce que nous disons, je vous ai dit tantôt que les banques payent 45% des impôts. Okay? Mais il se trouve que en Haïti, nous avons ce qu'on appelle taxe sur la valeur ajoutée, de TCA. Hein? Le volume
des impôts sur la valeur ajoutée sur une période, en fait, je peux vous dire, de 77, nous étions à 47 milliards de good. Ensuite, en fait, je prends carrément pour 473 milliards. 2018, 653 milliards. 2019, 752 milliards, etc. Donc une augmentation continue du chiffre d'affaires. Mais il se trouve que les salaires, pendant cette période, n'ont pas augmenté. La taxe sur les salaires n'a pas augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont bénéficié soit de l'augmentation de la demande, soit de l'augmentation des prix. Hein? Bon, on peut dire que l'augmentation des prix en vertu de la dévaluation de la monnaie. Mais les salaires n'ont pas bénéficié de ce phénomène. Ce qui fait que les entreprises, en fait, la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente, si vous voulez, l'inverse plutôt. L'inverse de la taxe sur la valeur ajoutée va vous donner le volume d'affaires que les entreprises dans ce pays ont effectué. Donc, et j'ai pris le temps de comparer les impôts qui sont payés par les institutions financières à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas de correspondance. Il n'y a que 4%. Les taxes que les banques ont payées représentent que 4% de la taxe sur la valeur ajoutée. Bon. Là, je commence à être un petit peu perdu dans tous ces chiffres et dans tous ces millions. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que la structure de la politique fiscale est telle qu'elle n'encourage pas, plutôt qu'elle n'encourage pas une réduction des inégalités, mais plutôt elle les renforce. Elle les renforce. Donc, d'où la nécessité de réfléchir très profondément et très sérieusement sur les politiques publiques à adopter pour amoindrir, oui. Merci. Amoindrir les inégalités qui existent, parce que là, c'est de notre pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la question de race, rien à voir avec la Banque mondiale, rien à voir avec les Américains, l'ambassade américaine, la communauté européenne, etc. C'est en notre pouvoir de s'asseoir et de réfléchir sur la structure des institutions que nous avons et de leur fonctionnement. Oui, et vous avez cité donc le budget qui est l'élément fondamental, même fondateur de la politique économique d'un pays. Ouais. Bon, alors, matière à réfléchir. Quand on parle budget, on parle évidemment assiette fiscale, on parle fraude, on parle évasion, les gros qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas payer les impôts qu'ils doivent vraiment, les petits qui n'y échappent pas, ou au contraire qu'on ne va même pas embêter parce que, bon... En dessous de $100,000, de 100 000 gouttes de revenus, on n'est pas imposable en Haïti. Oui, exact. Mais il faut souligner que les entreprises dans ce pays qui pratiquent l'évasion fiscale conçoivent le taux d'imposition ou les impôts, la valeur, le volume des impôts comme un coût, non pas comme une obligation sociale. Et comme coût, leur fonction, c'est de réduire ce coût le plus que possible pour augmenter leur taux de rendement. Oui. Donc, en plus de changer les données économiques, il faudrait, au bout du compte, arriver à changer les mentalités. Et ça, c'est un non, autre pas les mentalités, débat. pas les mentalités, mais plutôt, je dirais, de prendre les mesures. Les mesures qui peuvent conditionner les comportements. Oui. Bon. Eh bien, voilà, très bien. Inégalité. J'ai l'impression qu'on va encore vivre très longtemps dans ce domaine. C'est vrai d'ailleurs de tous les pays. Comme je le disais, dans tous les pays du monde, les gens qui veulent se mêler de politique promettent toujours qu'ils vont tout faire pour réduire les inégalités. Et bon, il y a peu de pays qui y sont arrivés. Maintenant, pour réduire les inégalités, il implique quelque chose de très fondamental. Ça veut dire qu'il faut une redistribution de la valeur de la production.
Qui va consentir que les salaires soient augmentés et que les profits soient diminués? C'est vraiment là le nœud de l'affaire. Et puis, il y a toute la question du risque. Voilà, celui qui investit, qui risque tout, c'est normal qu'au bout du compte, il rapporte un peu plus que les autres. Mais l'ouvrier, lui, investit tout ce qu'il a, c'est son temps de travail. Oui, bien sûr. Donc, des deux côtés, le risque est considérable. Nous sommes tout à fait d'accord. La question, quand même, elle est très simple. Et qui et comment réduire le taux de rendement net, pas le taux de rendement, le temps de rendement net, est-ce qu'on va réduire le taux de rendement net et augmenter les salaires? Parce que une réduction des taux de rendement net peuvent équivaloir à une augmentation des salaires. Donc, au lieu de gagner 25-30% de rendement sur votre capital, consentirez-vous de gagner 20%, 15% pour que, collectivement, nous pouvons tous être gagnants? Parce que une fois que les inégalités, si elles se réduisent, mais c'est bon pour nous tous. Bien entendu. C'est d'ailleurs ce qu'avait compris, si j'ai bonne mémoire, le fondateur de la Banque moderne, J.P. Morgan, qui avait établi une hiérarchie des salaires et où il avait posé comme base, si j'ai bonne mémoire, mais je parle sous votre autorité, que le PDG d'une compagnie, quelle qu'elle soit, ne doit pas gagner plus que 40 fois, 40, il avait plafonné à 40 fois celui qui gagne le moins dans la compagnie. Aujourd'hui, nos grands industriels, c'est plusieurs centaines, parfois même plusieurs milliers de fois ce que gagnent les plus petits. Donc, aucune répartition, aucune égalité, aucune même tentative. C'est pourquoi il faut des régulations. Maintenant, il faut signaler les fondateurs de la compagnie Ford et qui ont même conçu ce qu'on appelle le Fordisme, où il fallait que les ouvriers soient bien payés. La participation, absolument. Pour qu'ils puissent acheter les voitures. Exactement. Voilà. Bon, malheureusement, William, je crois que nous allons largement déborder sur le temps qui nous était imparti. Donc, au besoin, on continuera la prochaine fois. Absolument. S'il y a des retours, surtout, et des questions qui nous sont posées. De toute façon, encore une fois, merci. Merci de cet éclairage sur les inégalités. J'espère que ça va donner matière à réflexion à plusieurs personnes et nous attendons vos commentaires si vous souhaitez nous en envoyer. Bonne fin de soirée.